Le TDAH reste encore largement mal compris. Derrière ce trouble, le déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, il y a des enfants qui débordent, qui luttent avec leurs émotions et des parents qui tentent de comprendre, souvent seuls, ce qui est en train de se jouer. Deborah Wirsuski est la maman de Enzo, 10 ans, diagnostiqué TDAH en CE1 avec un trouble de l'opposition associé qu'on appelle le TOP. Avant de mettre des mots sur sa neuroatypie, il y a eu des comportements déroutants, une intensité difficile à contenir, puis un parcours de diagnostic long, confus, parfois violent, où les réponses ont tardé et se sont contredites. Dans cet épisode, elle raconte ce que le TDAH change concrètement dans une vie de famille. Les colères, la culpabilité, le regard des autres, mais aussi la nécessité de s'adapter, de créer un cadre bienveillant, de dialoguer sans cesse et d'écouter intensément. Elle parle de la fatigue, des choix difficiles comme la médication et de l'impact sur l'équilibre personnel et conjugal. Un témoignage qui permet de comprendre de l'intérieur ce que signifie accompagner un enfant TDAH au-delà des clichés. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Déborah. Salut. Merci infiniment d'avoir fait le trajet jusqu'à moi, parce que tu habites au très soleil, Oui. bien plus dans le sud de la France que chez nous, enfin qu'à Paris en tout cas. Et aujourd'hui, je voulais te recevoir, ça fait des mois et des mois que je te harcèle pour que tu viennes et qu'on trouve un moment. Ça y est, on a trouvé. On a trouvé parce que j'avais envie que tu puisses raconter ton histoire, l'histoire de ton fils, enfin un de tes fils en tout cas, et comment ça a altéré ta parentalité et ce que ça a comme conséquence aujourd'hui. On va parler de TDAH, donc un sujet que je connais quand même bien, mais pas vraiment chez les enfants au final. Déjà, comment est-ce que c'était ? Tu peux nous raconter la première fois que tu es devenue maman ? Est-ce que ça t'a paru simple ? Est-ce qu'il y avait des difficultés particulières ou pas ? La toute première fois, donc du coup, c'était mon aîné qui a maintenant 12 ans et demi. Non, on était perdus en fait. On s'est sentis... En plus, j'étais jeune. Du coup, j'avais 22 ans. Donc, j'étais jeune. On était gauche un peu. Et c'est vrai qu'on savait rien, en fait. On se rend compte qu'on savait rien et qu'on a tout appris sur le tas, quoi. Donc, ouais, c'était pas évident. Hein. En fait, c'est pas inné, tu vois, je trouve, la maternité. C'est pas... c'est là, quoi. Enfin, on dit tout le temps, oui, c'est l'instinct et tout. Tu l'as, l'instinct, mais... En fait, c'est un apprentissage, je trouve... Mais toute la vie, en fait, je trouve. Et dans ton livre donc, que tu as écrit... je trouve aussi que c'est un peu pour rendre hommage à ton fils, quelque part, qui est un TDAH et un TOP. On va en parler après. Pour Enzo, tu racontes comment ta maternité, elle a aussi été chamboulée très fortement par le décès de ton papa. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter comment est arrivé les débuts de vie de Enzo, ton deuxième fils, et ce que ça a déclenché ? En fait, c'est vrai qu'il est arrivé vraiment dans un contexte très noir, du coup, parce que moi, quand j'ai appris la grossesse de mon fils, je perdais mon papa. Enfin, mon papa était décédé quelques jours avant. Et c'est vrai que moi, du coup, je suis tombée dans un trouble anxieux généralisé, une profonde dépression. Et vraiment, c'était quand je dis que c'était intense, c'est-à-dire que j'arrivais même plus à me lever, en fait. Dès que je me levais, j'avais des vertiges, j'avais l'impression que je faisais toutes les 2 secondes un AVC. J'étais vraiment dans un état où j'arrivais vraiment plus du tout... J'étais plus mobile, quoi, carrément, en fait. Et j'ai même perdu toutes les mécanismes qu'on a naturellement, ne serait-ce que se lever, manger, aller faire ses courses, conduire, tout ça, en fait, je faisais plus et il a fallu que je réapprenne. Et du coup, ça a été dans ce contexte-là que lui, du coup, il a grandi en moi. Et en fait, il a grandi et il s'est construit à l'intérieur de moi avec énormément de noirceur, en fait, du coup. Et il y a beaucoup cette notion de culpabilité. Parce que tu te dis, mais c'est ma faute, c'est moi qui lui ai fait vivre ça, même si c'est pas fait exprès et que, voilà, mais ça a été une grossesse vraiment extrêmement compliquée. Et d'ailleurs, j'ai été en menace d'accouchement prématuré très, très tôt. Du coup, 5 mois de grossesse, tout de suite, il fallait que je reste allongée jusqu'à la fin de la grossesse avec un médicament pour arrêter les contractions, parce que j'avais tout le temps des contractions. Ça a été une grossesse très stressante en plus, du coup. Est-ce que quelqu'un à ce moment-là a mis en lumière le fait que potentiellement tu avais une dépression anténatale ? Alors non, en fait, on m'a pas du tout posé de mots, en fait. Clairement pas. Moi, donc, j'avais vu une psychologue donc, de la maternité. Mon gynécologue qui me suivait, il était au courant, hein, il le savait. Mais déjà, quand on lui disait, parce que je mangeais pas beaucoup,
en plus. Donc, c'était pas évident. Moi, je m'inquiétais. Je me disais, oui, mais si je mange pas beaucoup, lui, peut-être que. Et à chaque fois, le gynécologue, il disait, mais il faut pas s'inquiéter. Tant qu'il est à l'intérieur, il est en sécurité. Et lui, il se sert, en fait. Il prend tout ce dont il a besoin. Mais ce sera certainement, en fait, après, du coup, qu'il faudra s'inquiéter. Et qu'il faudra aussi s'inquiéter pour moi, du coup. Mais en soi, il n'y avait pas forcément de proposition claire. Et de toute façon, on me disait qu'il ne fallait pas entamer de thérapie pendant la grossesse. Donc, moi, bête et disciplinée, je me suis dit, peut-être que c'est pas bon pour le bébé et tout. En fait, c'était pire, du coup. Et je n'ai pas entamé de thérapie, en fait. Et finalement, après, derrière, je n'ai pas eu le temps, en fait, même après la grossesse, de faire de thérapie. On t'a dit qu'il fallait pas commencer de thérapie enceinte. Pendant la grossesse, on me disait de ne pas commencer de thérapie. Ouais. Donc, tu n'as pas du tout été prise en charge sur les symptômes que tu avais. Absolument Parce que quand on lit ton livre, bon, c'était roue libre. Ouais, non, mais il n'y a pas trop de doute à se dire que tu allais très mal. Mais j'allais très très mal, oui. Ah oui, c'est mon mari qui portait tout. Hein. Et puis bon, tu le dis, t'es jeune, vous avez déjà un enfant, tu viens de perdre ton papa et donc Enzo arrive. Oui. Toi, tu expliques que voilà, tu vis ta maternité au début, même si tu l'allaites un peu détachée, comme si t'étais hors de toi. Exactement. Et donc, c'est pas toi qui noue le lien très fort avec lui au début, c'est son papa. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est vrai que c'est déroutant aussi parce qu'en tant que maman, en général, c'est toi qui... Voilà, tu viens de donner la vie, que tu l'allaites ou non, hein, de toute façon, mais tu crées toujours quand même... Normalement, tu crées ce lien et c'est vrai que moi, pour le coup, ça a duré des années comme ça. Hein, où du coup, c'est mon mari qui a créé ce premier lien, finalement. Donc mon fils, forcément, c'était un petit peu son, on va dire, sa figure d'attachement. À un moment donné, même, presque il me repoussait un petit peu. Et c'était dur pour moi parce que j'avais l'impression qu'il m'en voulait. Et j'essayais de me rapprocher de lui, mais c'était difficile. Et c'est bien plus tard qu'il a fini par se rapprocher de moi. Mais ça a été long, un processus très, très long du coup. Et heureusement que j'avais l'allaitement quand même. Parce que au moins, j'avais quand même toujours, quand je l'allaitais, quand même un lien, quoi. Est-ce qu'il y a des premiers signaux qui arrivent quand Enzo est petit, que voilà, il fonctionne différemment, qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait comme ce que tu pourrais penser d'être normal du développement d'un bébé? Déjà, quand il était bébé, c'était tout l'inverse. Il était très, très calme. En fait, il dormait facilement. C'était un bébé. Moi, j'ai toujours dit, et d'ailleurs même à partir de l'accouchement, hein, j'ai toujours dit que j'ai l'impression qu'il a senti, qu'il savait en fait qu'il fallait pas peut-être trop me bousculer en quelque sorte et qu'il voulait me protéger. Mais c'est moi qui le dis après, c'est un sentiment que j'ai. Parce qu'il était déjà, l'accouchement s'est très bien passé, il est vraiment sorti tu vois, presque dans le calme, sans vouloir me blesser. J'ai pas eu de déchirure, j'ai pas eu d'épisiotomie, j'ai rien eu. Vraiment, c'était parfait. Et après, c'était un bébé qui pleurait pas beaucoup, qui dormait énormément. Il était super calme. Et d'ailleurs, je me disais, c'est bon, ça va, il aura pas de répercussions. Tu vois, pour moi, je me suis dit, ça va, finalement, ça va bien se passer. Et c'est en grandissant, je dirais que c'est plus donc vers l'âge de 3 ans. Donc quand il est rentré à la maternelle, que là, on a commencé à voir en fait quelque chose qui allait pas, en fait. Il y avait des choses différentes qui se passaient. Alors déjà, il était quand même assez actif, déjà. Mais à ce moment-là, je ne m'en rendais pas vraiment compte. Parce que pour moi, c'était normal. C'est un enfant, c'est normal, il joue et tout. Mais par exemple, il avait tendance à prendre les jouets et à les casser. Alors, je ne pense pas qu'il le faisait exprès. Lui, dans sa tête, il voulait réparer. Mais du coup, pour réparer quelque chose, il fallait que ce soit cassé, tu vois. Donc, dans sa logique, il faut d'abord casser pour ensuite le réparer, le jouet. Donc, il avait tendance à casser beaucoup de choses. Donc, ses jouets, mais aussi plein d'affaires de la maison, la clôture. Alors, la clôture qui nous a coûté une blinde, en tapant dessus, et on ne sait pas pourquoi. Mais en tapant super fort dessus, il nous a cassé toute la clôture. Enfin, voilà, cassé un peu tout. Et à l'école, c'est vrai qu'il y a eu des petits éléments qui, sur le moment, peuvent un peu faire sourire. Mais bon, après, tu te rends compte que, voilà... Alors, déjà, on me disait, oui, Enzo, c'est un peu le meneur de la bande. Alors, c'était étonnant, d'ailleurs, parce qu'à l'inverse, il est assez introverti, quand même. Et par exemple, en maternelle, en deuxième année, il avait volé avec ses copains tous les paniers de chocolat de Pâques. Ils avaient préparé des petits paniers
pour Pâques. Et va savoir pourquoi, pendant la récré, il a dû se dire « Oh, viens, on va y manger les chocolats. » Tu vois, Et du coup, ils sont allés dans la... Et apparemment, c'était Enzo, l'investigateur, quoi. Tu vois, c'est celui qui avait l'idée. Donc, du coup, on t'attrape à la fin de l'école. On te dit oui, alors il y a eu un petit incident aujourd'hui. Alors, quand on te dit Enzo, il a volé tous les chocolats de Pâques. Bon, donc, du coup, il n'aura pas son panier de chocolat pour Pâques. Bon, toi, t'es là. Tu dis tu sais, tu sais pas comment réagir, en fait. Tu t'es pris de court. Tu t'attends pas à ça. Donc, ouais, au départ, c'est des petites choses comme ça. Mais finalement... on ne se posait pas forcément vraiment de questions sur s'il y avait quelque chose derrière ou non à ce moment-là, tu vois. C'était compliqué, mais sans vraiment encore se poser de questions, tu vois, pendant la maternelle. Après, tu racontes qu'au fur et à mesure, vous découvrez des comportements qui sont à la limite de la violence. Oui. C'est plus de l'agressivité, là, c'est de la violence, où il y a des problèmes à l'école avec les camarades, oui. avec tes autres enfants. Ouais. Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis ça quand même là je comprends plus, je suis perdue? Ouais. C'est vrai qu'il s'est passé plein de choses, hein, mais tu vois, par exemple à l'école déjà, donc j'ai la maîtresse qui me dit voilà, il y a eu un problème. Alors il y a eu deux choses. D'abord au CP, ça a commencé où tous les soirs la maîtresse de toute façon nous interpellait. On savait à chaque fois, tous les soirs quand on allait, on disait allez, qu'est-ce que ça va être aujourd'hui, tu vois. On en arrivait à là parce qu'on savait qu'elle allait nous reprendre. Et c'est vrai que c'était beaucoup pour le comportement, plus que pour l'apprentissage. Et à chaque fois, c'était Enzo, il a fait ci, Enzo, il s'est levé, Enzo, il a déchiré mon papier. Ou alors, une fois, c'était Enzo, il a roué de coups un copain. Alors, elle nous dit roué de coups, on ne reconnaît pas notre fils. En tout cas, à la maison, il ne rouait pas de coups. Il n'était pas à ce point-là violent. Et on ne comprenait pas. Donc après, on posait aussi des questions à Enzo, mais il nous racontait des histoires et en fait, on ne savait pas trop ce qui était vrai, ce qui était faux. Et finalement, c'est l'année d'après où là, on a passé quand même un stade plus élevé, où il a menacé un copain avec un compas. Et en fait, là, tu cherches à comprendre. Donc, tu lui poses des questions. Mais ça s'est transformé en enquête, le truc. On était avec mon mari. Alors, tu avais le gentil flic, le méchant flic pour essayer d'avoir la bonne version, tu vois. Et en fait, il nous a dit au moins 50 versions en 30 secondes. Et là, on s'est dit... C'est là où on s'est dit, il y a un truc, c'est pas possible. C'est grave quand même. On s'est dit déjà le fait de menacer. Et on ne savait pas pourquoi il l'a fait. Et en plus de ça, il mentait énormément du coup. Alors, je peux comprendre qu'il avait peur de se faire gronder, mais en plus, nous, on lui expliquait. On lui dit, Enzo, on ne veut pas t'engueuler, on veut juste comprendre. On essaie de lui expliquer, mais je pense qu'il avait trop peur. Et puis, je pense aussi qu'il avait honte, peut-être. Et on n'a jamais su l'histoire. Mais au final, maintenant, là, avec le recul, je sais que s'il l'a menacé, c'est pas par méchanceté. C'est pas parce qu'il était méchant et qu'il voulait faire du mal à quelqu'un. Mais je pense que c'est parce que il avait été blessé d'une manière ou d'une autre. Et du coup, c'est un peu son mécanisme de défense. Bon, pas un bon mécanisme, évidemment, mais c'était son mécanisme de défense. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on s'est dit, bon, là, il y a quand même quelque chose quand même. Alors, comment est-ce que ça se passe entre le moment où là tu te dis avec ton mari, il y a un truc, il va falloir qu'on creuse, qu'on cherche, et le moment où un diagnostic est posé par un médecin et on te dit votre fils a un TDAH et ensuite le top. Encore une fois, c'est assez particulier parce que au final, c'est venu à nous plus que nous on a cherché. Dans le sens où c'est arrivé au point où tellement finalement, à ce moment-là, Enzo, il mentait beaucoup et il inventait beaucoup d'histoires. Et il est arrivé ce jour où je reçois un appel d'un signalement, où on me dit, on a reçu un signalement sur vos enfants. Donc déjà, tu reçois cet appel, je peux te dire, j'étais assise, heureusement, parce que j'étais en train de tomber de 50 étages. Je m'attendais tellement pas à ça. Et tu cherches à comprendre en plus et ils veulent rien te dire. En plus, tu vois, ils te disent désolé, on peut rien vous dire maintenant, mais par contre, il faut qu'on vous voit rapidement. Donc le rendez-vous, c'était le lendemain, quoi. C'était très rapide et avec les enfants. Donc du coup, il y a eu cet événement. Donc s'en est suivi du coup une enquête, tout un tas de choses où tu vois, tu comprends pas ce qui t'arrive en fait. Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe ? On comprenait pas parce que nos enfants ils sont pas du tout maltraités.
C'était quoi qu'on vous reprochait? C'était qu'on... Bah, en fait, on nous avait dit... Alors, les termes exacts, c'était... alors, attends, j'essaie de retrouver le terme exact, mais c'était qu'on les tapait en gros avec des ceintures à des endroits où ça se voyait pas. Mais en plus, quand t'entends ça, je te dis, putain, c'est quand même super précis en plus, je comprends pas, c'est d'où ça sort. Donc en plus, nous, dans le bureau, quand elle nous annonce ça, on lui demande, on lui dit, mais qui a pu dire des trucs pareils en fait? On ne comprenait pas. Et en plus, à ce moment-là, donc la dame nous dit de toute façon, là, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de s'occuper du coup maintenant de là où on en est, quoi. Mais on a dit, mais non, mais en fait, jamais on a tapé nos enfants avec des ceintures. Enfin, mais d'où ça sort? Et à ce moment-là, on s'est jamais dit que peut-être Enzo. À ce moment-là, on s'est pas posé de questions sur lui, sur ça. En fait, on s'est dit, il y a quelqu'un qui nous en veut, tu vois. Parce que c'était un signalement anonyme, voilà, quelqu'un qui appelle le numéro. Si on t'en veut, on peut facilement te faire du mal au final. Hein. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, d'ailleurs, on était très... Tout le temps, du coup, le moins de personnes qu'on rencontrait, peut-être que c'est lui. Lui, il regarde bizarrement, ça se trouve, c'est lui, tu vois. On était très suspicieux à ce moment-là. Mais du coup, en fait, il y a eu cette enquête. Et pendant l'enquête, c'était très stressant pour tout le monde. Et pour Enzo aussi. Et en fait, à ce moment-là, Enzo, c'est comme si tout s'était décuplé, en fait. Vraiment. Par exemple, déjà, quand la dame venait à la maison pour l'enquête, quand il savait qu'elle venait, il se transformait. Chaque fois, je dis, ça ressemble à Taz. Tu sais, là, le personnage là, de dessin animé, là, ben, c'était exactement ça. Et en plus, pile quand elle venait, il faisait tout ce qu'il fallait pas faire. Et c'est là où tu te dis, non, surtout fais pas ça. C'est le moment où il faut rester sage, tu vois. Mais non, il faisait toutes les bêtises possibles et imaginables. Voilà, c'était vraiment très... C'était vraiment spectaculaire, en fait, vraiment. Il partait vraiment dans tous les sens. Et là où on a commencé à comprendre que le signalement venait certainement d'Enzo, bah, c'est parce qu'un soir, pendant que moi je couchais le plus petit, du coup, parce qu'entre-temps, après, j'ai eu mon 3e enfant, j'avais le papa qui lisait l'histoire avec Enzo et son grand frère. Et ils étaient, on avait un lit superposé, et ils étaient contre le mur. Et en fait, j'entends un petit boum, tu sais, en fait, Enzo, il s'était cogné la tête contre le mur derrière. Et là, il dit, papa, il m'a cogné la tête. Et en fait, moi, je l'ai entendu. Donc, mon grand, j'entends mon grand dire à Enzo, mais qu'est-ce que tu racontes? Il t'a pas tapé la tête. Et mon père, et là, moi, je vais le voir, je dis, mais tu te rends compte s'il dit ça alors qu'on est en plein dans le signalement? Tu sais, c'est la panique. Tu te dis, mais c'est... Ou dans quel monde on est, en fait? Et c'est là où j'ai dit, mais en fait, si finalement, tu vois, pour quelque chose d'aussi... qui semble insignifiant, il est capable de faire ça, on s'est dit peut-être qu'en réalité, c'est possible qu'à l'extérieur, va savoir, il ait raconté des histoires et après, la personne a interprété comme elle voulait et voilà. En fait, nous, aujourd'hui, on ne sait toujours pas, hein, d'ailleurs, qui sait et on ne saura jamais. Mais au final, on se dit que c'est certainement la raison du signalement. Et donc, à partir de là... C'est à partir de là, voilà. Ouais. C'est là où, du coup, en fait, j'ai contacté en fait l'orthophoniste de mon aîné parce que mon aîné avait eu un trouble du langage, un important retard du langage. Il avait été suivi longtemps par une orthophoniste et on a eu un bon contact. Et je l'ai appelé. Déjà, je l'appelle et je lui explique. Je lui dis voilà, je lui explique la situation. Déjà, elle me dit mais c'est pas possible. Comment c'est? Enfin, elle est restée un peu, elle est restée choquée. Et ensuite, je lui explique du coup Enzo. Je lui dis mais je comprends pas et j'explique. Et en fait, elle me pose plein de questions au téléphone. Elle me dit est-ce qu'il est comme ça? Est-ce qu'il fait ci? Est-ce qu'il fait ça? Et je lui réponds. Et en fait, à la fin, elle me dit alors, je peux pas faire moi de diagnostic, mais moi, ça me fait penser à un TDAH. Et là, je me dis tiens, moi, je veux déjà entendu parler de ça, mais loin, tu vois. Enfin. Comme je me sentais pas forcément concernée, c'est vrai que je me suis jamais renseignée sur le sujet, tu vois. Et puis en plus, j'entendais beaucoup de choses sur le TDAH, déjà, c'est la mode, tout ça. Donc, c'est vrai que je m'étais pas intéressée. Puis là, elle me dit ça. Je me dis, tiens, bon, du coup, je vais me renseigner un peu plus, tu vois, sur le TDAH. Donc, c'est elle qui m'a aussi renvoyée pour faire le diagnostic, donc avec le réseau 10. Et c'est là où, en fait, on a commencé en fait, à rentrer dans le processus du diagnostic. Donc, c'est vraiment, en fait, le signalement qui a mis en lumière en fait, ces symptômes, en fait, on pouvait plus du tout les ignorer à ce moment-là, quoi. C'était obligé qu'on fasse quelque chose. Est-ce que l'enquête, elle s'est clos? Oui, l'enquête s'est clos. Évidemment, ça a été classé sans suite. Et puis, ils se sont bien rendus compte, de toute façon. Ils ont aussi, de toute façon, parlé aussi aux enfants. Ils se sont bien rendus compte qu'en fin de compte, c'était pas justifié. Et voilà, malheureusement, après, plus tard, j'ai appris qu'en fait,
Il existe des signalements qui ne sont pas Malveillants. avérés, en fait. Oui. Ouais. Après, tant mieux que la machine de se mettre en route quand il Ouais. y a un signalement, il y a un besoin. C'est ça. Mais malheureusement, en fait, il y a aussi un contre, tu vois. Autant c'est très bien pour, en effet, il y a besoin aussi pour protéger les enfants qui sont réellement en danger. Mais le problème, peut-être qu'il faudrait faire différemment, en fait, parce que étant donné que c'est anonyme et qu'apparemment même les plateformes ne peuvent pas avoir réellement en fait le nom de la personne, en fait, c'est impossible, tu vois, de savoir d'où ça vient l'origine. Et toi, après, derrière, de te retourner parce qu'il y a des préjudices quand même derrière. Enfin, moi, j'ai vraiment été traumatisée par ça. Mes enfants, ils ont quand même vécu ça aussi et ça a été dur pour eux. Ils n'ont rien demandé. Et en fait, toi, tu peux rien faire. Tu as les préjudices, mais derrière, tu ne peux rien faire. Donc bon, c'est comme ça. Maintenant, c'est du passé. On n'en parle plus. Et puis d'un côté, comme on dit, c'est peut-être pas arrivé par hasard. Peut-être que c'était fait pour qu'on puisse avancer sur son diagnostic au final. Peut-être que ça aurait été traîné sinon. Permis de découvrir qu'il y avait une particularité chez Enzo. Il y avait quelque chose qui allait vraiment pas. Ouais. Quand on pose les mots du diagnostic, ça te fait quoi ? En fait, t'as l'impression de basculer du monde des moldus un peu, tu vois, à un monde parallèle, tu vois, dans un désert. Tu as l'impression d'être transporté dans un désert et il n'y a plus personne et t'as l'impression que t'es en plus la seule personne à vivre ça, tu vois. Tu te dis, mais t'as l'impression qu'autour de toi, tout va bien, les gens, les parents, s'en sortent très bien et qu'en fait, c'est que chez toi, tu vois. Et il y a vraiment cette notion de solitude et aussi, on est complètement perdu. Parce que même si on te dit, voilà, il a un TDAH, alors en plus, moi, la médecin qui nous dit, il a un TDAH, il faut qu'on lui donne un traitement. Déjà, moi, j'ai dit, d'accord, on va peut-être pas aller si vite. Enfin, à un moment donné, on a juste répondu en fait à un questionnaire. Elle nous a vus 50 minutes dans le bureau et c'est bon, on lui donne un médicament pendant on ne sait pas combien de temps et voilà. Donc moi, je dis non. Donc j'ai rappelé le réseau dit, je dis par contre, il me faut plus. En fait, je peux pas accepter de lui donner un médicament comme ça sans avoir plus et sans avoir vraiment la confirmation. Donc du coup, c'est de là qu'ils m'ont fait aller voir une neuropsy et où on a pu vraiment faire, tu vois, toute la batterie de tests. C'est là d'ailleurs où est sorti le mot top derrière. Et c'est là où, voilà, ça a été avéré, quoi. Parce que c'était trop brutal, en fait, pour toi. C'est trop... Il n'y a pas d'accompagnement. Parce que, faut le dire, en France, quand même, c'est dur d'avoir rendez-vous avec un psychiatre ou une psychiatre qui soit bien formée, qui prenne le temps et qui puisse accompagner l'enfant. Mais c'est vrai que du coup, là, ça a été trop vite. Parfois, on attend 8 mois. Là, pour le coup, ça a été très rapide. Ça a été vraiment brutal, en effet. Et c'est vrai qu'en fait, là, tu te rends compte que tu rentres aussi dans un monde où tu as plein de sigles. D'un coup, tu entends plein de choses. Tu te dis, attends, qu'est-ce que ça veut dire PPS, tous ces trucs-là. Tu sais pas où tu arrives. Tu te dis, qu'est-ce que ça veut dire tu as l'impression de ne plus parler la même langue. Et c'est vrai qu'après, tu te rends compte aussi que derrière, quand tu dois prendre ensuite des rendez-vous avec d'autres spécialistes, tu prends rendez-vous, on te dit, c'est pas avant 6 mois. Là, tu regardes le truc, je te dis, mais attendez, 6 mois, on a le temps de... ça va pas, là. Nous, c'est tout de suite qu'on a besoin. Mais le problème, c'est qu'en fait, il y a une vraie errance médicale. Et on se rend aussi compte que les médecins entre eux ne sont pas d'accord, en fait, en France. Alors, je sais que dans d'autres pays, c'est bien plus développé et c'est un peu plus facile et plus doux en termes de parcours. Mais ici, en France, c'est vrai que c'est le parcours du combattant pour les parents, en fait. Parce que c'est à nous, vraiment, de se battre pour avoir ce dont notre enfant a besoin. Si juste on se laisse guider tranquillement, en fait, il n'y a rien, il ne se passe rien. Donc, on doit tout le temps être dans le combat, on doit tout le temps être là à faire des recherches, à appeler, à harceler parfois même, franchement, pour pouvoir vraiment avoir réponse ou pour avoir un rendez-vous. Et c'est compliqué. Et puis, c'est compliqué de se retrouver devant des médecins qui peuvent te dire que ça n'existe pas, tu vois. Donc, c'est pas évident quand tu rentres dans ce parcours. Quand tu fais du coup appel au réseau 10, que tu dis tu vas voir la neuropsy, que vous faites toute la batterie de tests, est-ce que ça aide aussi Enzo à comprendre ce qui se passe et à peut-être comprendre parce que les enfants ils sont très intelligents, ils captent quand ils sont un peu différents ou qu'il y a des traitements aussi différents avec les maîtresses ou maîtres. Qu'est-ce que ça lui fait à lui ? En fait, alors
Oui, du coup, il s'est rendu compte. Alors après aussi, on parle beaucoup. Moi, c'est vrai que je parle énormément et je ne veux pas cacher les choses. Donc vraiment, je lui dis clairement tel quel. Je lui explique. Alors bien sûr, quand même avec des mots simplifiés pour qu'il comprenne, bien sûr, à son niveau. Mais déjà, je lui cache rien. Donc je lui explique. Mais le problème, c'est que pour nous, en tout cas, et je sais que c'est le cas pour beaucoup, à partir du moment où le diagnostic est posé, il y a ce qu'on appelle un peu la décompensation. Et en fait, il y a cette notion de comme si, alors après ça c'est moi qui le dis, c'est peut-être pas avéré, hein, mais c'est un peu comme si l'enfant, le diagnostic est posé, on lui dit ben voilà, tu as donc un TDAH, bon et nous aussi un TOP, et c'est comme s'il se disait c'est bon en fait, j'ai plus besoin de faire semblant, je peux tout, tu vois, je peux tout relâcher. Et du coup, tu as cette longue période, il y a que maintenant où ça commence légèrement à se calmer, mais et encore. Mais il y a cette longue période où tu as l'impression que d'un coup, les choses, elles s'empirent et tu comprends pas sur le moment. Parce que pareil, la notion de décompensation, on nous en a pas parlé. Hein. Les médecins, ils nous disent pas, attention, c'est possible que, on nous prévient pas. Donc tu découvres tout par toi-même. Alors ça, c'était il y a 2 ans et demi, 2 ans c'est ça. Que vous découvrez tout ça. Et tu découvres donc par la même occasion qu'il a un TOP. Pour plein de gens, là, pour le coup, c'est un sigle qu'on ne connaît pas. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Ouais. Alors, ça s'appelle, donc c'est un trouble oppositionnel avec provocation. Donc, en gros, l'enfant, déjà, est extrêmement réfractaire à l'autorité. Il supporte pas l'autorité, déjà, il accepte pas. Beaucoup, donc, dans la provocation. Donc, c'est vrai que ça peut être assez... déroutant, ouais. Parce que vraiment, il te provoque, il te regarde, il rigole quand toi, t'essayes voilà, de le reprendre quand il dépasse une limite. Lui, en fait, il va rigoler. Tu sais, il va faire des trucs, tu vois, il va vraiment te provoquer, quoi. Il va te provoquer, il va être... ça porte vraiment bien son nom, hein, c'est réellement ça. Il est dans l'opposition de tout. Et surtout, c'est aussi des colères vraiment, après peut-être que c'est aussi mélangé parce que c'est une comorbidité du TDAH en fait. Et c'est vrai qu'il y a cette colère qui est très intense. Mais vraiment, c'est-à-dire c'est un peu une bombe qui explose quoi. Et c'est comme si les émotions étaient décuplées et finalement qu'il était incapable, qu'il n'arrivait pas à gérer la moindre émotion, mais même l'émotion du bonheur. Même ça, pour lui, c'est dur du coup de la canaliser aussi. Ça part vraiment dans des trucs. Donc voilà, ça fait un peu peur parce que un enfant qui a un TOP, il est souvent confondu comme un enfant du coup qui n'est pas bien élevé. Et donc du coup, souvent, tu as les parents où on leur dit mais toi, de toute façon, t'es trop laxiste, tu sais pas faire. Donne-le-moi une journée, tu vas voir moi ce que je vais en faire. Tu vois ce genre de remarques en fait, alors que non, c'est pas souvent, c'est pas dû à l'éducation. Oui, quand c'est un TOP, c'est vraiment un trouble, voilà. Et comme tu le dis, c'est réel. Une comorbidité du TDAH, ça veut dire que c'est une conséquence plus ou moins de la neurodivergence qui fait que tous les TDAH n'ont pas un TOP, mais que quand c'est associé, ça crée des dégâts et c'est amplifié. Oui, en fait, c'est ça. Tout est mélangé du coup. Je trouve que c'est beaucoup plus complexe, en fin de compte, à gérer. Moi, je dis toujours que si, par exemple, il avait seulement un TDAH, en fait, sa vie, elle serait plus douce, et la nôtre aussi, du coup. Je trouve que ça serait plus facile. En tout cas, moi, je dis ça parce que je connais avec le TOP et finalement, je me dis, mais s'il n'y avait pas le TOP, le TDAH serait plus simple à gérer. Je le vois du coup, voilà, c'est pas avéré du tout, mais mon grand, il a une suspicion d'un TDAH, mais il n'a pas du tout, lui, de trouble d'opposition. Et franchement, ça va, tu vois, quand même, ça se passe bien. Donc, c'est vrai que le TOP prend beaucoup de place. Comment tu te sens, toi, quand on pose tous ces mots, quand il y a des professionnels qui sont bien formés et qui t'accompagnent correctement et qui t'expliquent que ton fils est différent qui est une personne neurodivergente? Au début, j'ai beaucoup culpabilisé parce que c'est venu presque confirmer que c'était ma faute, tu vois. Parce que moi, tout de suite, j'ai repensé à ma grossesse et je me suis dit, en fait, c'est peut-être parce que je lui ai fait vivre de l'intérieur et peut-être que c'est ça qui a fait que... Alors bien sûr, ça, quand j'en ai parlé aux médecins, tous m'ont dit non, pas du tout, c'est juste le hasard, c'est 5% des enfants. Bon, moi, je ne dis pas que c'est dû à ça, mais je pense qu'il y a quand même un petit facteur, certainement. Mais au début, je culpabilise beaucoup. Et je me dis, voilà, c'est ma faute, j'ai peut-être loupé quelque chose, peut-être que si j'avais fait différemment... Tu vois, tu te poses toutes ces questions et tu te remets énormément en question, en fait. Et c'est vrai qu'en fait, avec le temps,
avec beaucoup de patience, avec aussi beaucoup de recherche et surtout beaucoup d'observation. Je me suis vraiment aperçue que je pouvais me délester de ce poids, en fait. J'avais pas besoin de porter ce poids de culpabilité, de tout ça, parce qu'en réalité, j'aurais beau faire tout ce que je voulais, il l'aurait eu de toute façon. Son trouble du neurodéveloppement, il l'aurait eu. Donc au final, c'est pas ma faute, c'est pas la faute de son père, c'est la faute de personne, c'est comme ça. On dit que c'est génétique et finalement, on n'y peut rien. Voilà. Donc ça sert à rien de se faire du mal au final. Et je sais que beaucoup de parents ont du mal avec ça. Beaucoup de parents culpabilisent et continuent à se dire qu'ils auraient pu faire différemment. Oui, on sait aussi que le TDAH potentiellement peut être lié à une prématurité. Ouais. Donc il y a aussi des parents qui ont des enfants prématurés qui culpabilisent par rapport à ça. Et ils peuvent rien. Ils peuvent rien. Effectivement. Est-ce que toi, quand on pose ce diagnostic, tu te dis, ok, je sais que c'est génétique, est-ce que c'est mon mari ou c'est moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un? On s'est regardé avec mon mari, on s'est dit, c'est toi ou c'est moi? Et puis après, on s'est regardé, on s'est dit, je crois que c'est tous les deux. Ce qui est fort probable. Franchement, alors, mais totalement, parce que du coup, c'est vrai que notre fils, finalement, après, derrière, ça fait un peu effet miroir, tu vois. Et là, tu te rends compte, tu te dis, ok, mon fils, c'est vrai qu'il est très maladroit. Il fait tout tomber, extrêmement maladroit. Et mon mari est extrêmement maladroit aussi. Tu peux être sûr qu'à la maison, on s'est retrouvés là pendant très longtemps sans verre. Parce que tous les verres ont été cassés, on ne les en a pas rachetés. On buvait avec des tasses. Moi, j'ai des verres en plastique chez moi pour ça. Mais voilà, mais vraiment, c'est terrible. On n'arrive pas à garder les coups, tu vois, les verres, les assiettes. Et mon mari est très, très maladroit, tu vois, par exemple. Moi, par exemple, c'est vrai que je suis plus dans le côté... je dirais quand même moins hyperactif, moins maladroite, mais par contre, finalement, je me rends compte, je croyais que j'étais super bien organisée, mais en fait, pas du tout. Et t'as 3 enfants, donc j'imagine. C'est une catastrophe. En fait, je n'arrive pas, par exemple, moi, à tenir une routine. J'y arrive pas. C'est trop compliqué, en fait, pour moi. Et quand on te dit qu'en plus, justement, un enfant TDAH a besoin de routine, mais c'est là aussi où c'est difficile et où les professionnels ne prennent pas en compte aussi ça. Le parent tu vois, qui potentiellement est neurodivergent. En fait, il y a aussi ça. Ça, c'est important aussi de le dire. C'est que les professionnels, ils prennent en charge l'enfant. C'est magnifique, mais ils prennent pas en charge les parents. Et du coup, en fait, c'est contre-productif parce que à la maison, c'est à nous de lui transmettre les outils, ce qu'il faudrait. Mais si nous, déjà, on n'a pas les outils, on nous les transmet pas. Si aussi, on fait pas attention à notre état de santé mentale, parce qu'en fait, on en prend plein la figure. C'est hyper difficile au quotidien et il y a personne derrière pour nous demander mais et vous, est-ce que ça va en fait? Comment vous vous sentez? On ne nous pose pas la question, on ne nous demande pas. Quand tu vas voir le médecin pour le suivi pour ton fils, à aucun moment on te dit vous, ça va, vous vous sentez bien? Pas une seule fois on te pose la question. Alors que tu portes tout, que tu es un peu le bouclier, c'est un peu toi qui absorbe du coup toutes les crises de ton fils, t'absorbe tout. Et à aucun moment on te prend en charge toi. Donc déjà, ça aussi c'est compliqué. Et du coup, les professionnels ne prennent pas en compte que, par exemple, le parent, déjà, il est fatigué, il est épuisé, c'est difficile. Pour peu que, du coup, lui-même ait un TDAH, en fait, on te dit, il faut lui faire une routine. Ouais, d'accord, mais en fait, c'est trop compliqué. Alors, comment tu fais, concrètement? Eh ben, je fais. Non, je rigole. Ouais, franchement, j'essaye vraiment de m'imposer une discipline déjà, vraiment. J'essaye quand même d'avoir un minimum de routine, évidemment. Ça part pas non plus dans tous les sens, hein, bien sûr. Mais quoi qu'il arrive, c'est sûr et certain que ça ne se ressemblera pas, tu vois. Aujourd'hui et demain, ça se ressemblera pas de toute façon. Parce qu'on te dit, oui, il faudrait qu'à telle heure, il fasse ci, qu'à telle heure, il fasse ça et ça. C'est pas vrai. C'est impossible. Et puis, de toute façon, on compose aussi beaucoup avec l'humeur aussi d'Enzo aussi. En plus, les deux autres qui sont là et qui vivent aussi, et qui ont leurs besoins. Donc, on compose aussi beaucoup comme ça. Donc voilà, en fait, on s'adapte beaucoup. On essaye quand même d'avoir une discipline. Et en fait, encore une fois, ce qui fonctionne le plus chez nous, c'est vraiment le fait de beaucoup parler aussi. Vraiment, c'est à chaque fois. On parle énormément. Quand tu as ce diagnostic, il y a 2 ans, est-ce que tu vas voir le corps enseignant pour leur expliquer? J'imagine. T'as quoi comme réponse à ce moment-là? Puisque l'école, c'est un endroit où il passe énormément de temps, Enzo, et où il y a des problématiques.
C'est ça. Alors pour le coup, c'est vrai qu'au niveau de l'école, ils étaient déjà un peu au courant parce que, alors au CE1, la maîtresse, donc à la fin de l'année, nous dit: «Bon Enzo, je suis quand même un peu inquiète». Alors toute l'année, on s'est dit: «Ça va», tu vois? Puisqu'elle nous dit rien et c'est qu'à la fin de l'année qu'elle nous dit: «Bon quand même, je suis inquiète, pour l'année prochaine, faudrait peut-être qu'il voit, quelqu'un, une orthophoniste», tout ça. Donc déjà, il y avait ça. Il y avait quand même une petite remarque. L'année d'après, du coup, donc le CE2, le maître, pour le coup, il était quand même vraiment génial. On avait réuni donc l'équipe éducative, donc on a parlé donc de son diagnostic. Il y avait aussi la spécialiste qui l'avait diagnostiqué, qui n'a pas pu venir en physique, mais qui était par téléphone pendant la réunion. Et du coup, on avait mis en place déjà des aménagements. Ça va, on était franchement tombé sur un maître qui était assez compréhensif et qui essayait quand même de l'aider et de mettre en place des petites choses. Et puis au final, en fait, j'ai pas encore été vraiment face à un instituteur dans un gros jugement, tu vois. J'ai pas encore été vraiment face à ça, où on est venu me dire non mais de toute façon ça n'existe pas, votre enfant. Pour l'instant, ça peut aller. C'est pas évident. Voilà, cette année, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Mais après, je sais aussi qu'elle fait ce qu'elle peut aussi, sa maîtresse. Mais tu vois, tu es obligé à la rentrée de recommencer, de réexpliquer. Alors, c'est vrai que tu te dépêches parce que tu veux pas perdre de temps. Donc, c'est vrai qu'à la rentrée, bon, tu essayes de pas le faire le premier jour. Mais après, tu envoies quand même un petit mail. Tu essayes d'expliquer voilà, la situation de ton enfant, ce qu'il se passe, comment est-ce qu'il fonctionne, etc. Donc, tu as un peu l'impression que tu viens sur le maître ou la maîtresse, mais c'est parce qu'on a peur, en fait, que ça soit pas pris en compte et finalement que la scolarité se passe mal, quoi. Est-ce que Enzo, il comprend quand même la différence que ça fait, sa neurodivergence, dans ses réactions, et notamment le top? Oui. Tu vois, dans les phases de colère, évidemment, Ouais. il est dérégulé, donc c'est pas possible, mais tu vois, le après, comment ça se passe? Oui, il s'en rend bien compte. Alors, je le vois parce que quand une crise redescend, très souvent, il me demande si je l'aime encore, tu vois. Très souvent, voilà, il me dit, mais... Ou alors, il me dit, j'ai peur que tu m'aimes plus. Et tu vois, je lui dis, mais pourquoi t'as peur que je t'aime plus? Et il me dit, mais parce que je fais trop de bêtises. Donc, tu vois, il se rend compte. Et puis, souvent, il me dit, de toute façon... et même, il nous a déjà dit, je vous fais du mal, je suis nulle, je sais pas faire ci, je sais pas faire ça. Il se rend compte, il le voit de toute façon. Il voit bien quand... En fait... Je le vois de plus en plus, je sens qu'il est en conflit avec lui-même. Tu vois, j'ai l'impression que c'est comme s'il était possédé par un truc, tu vois, quelque chose, je sais pas, à l'intérieur de lui, et que lui, il voulait pas, tu vois, il essaye de repousser ce truc, mais que c'est plus fort que lui. Et tu vois, il est vraiment dans un combat entre lui et lui. Donc, c'est dur parce que, oui, il s'en rend compte, tu vois. Il s'en rend compte et il en souffre. Ça aussi, c'est vrai que c'est important aussi de s'en rendre compte, c'est qu'en fait, notre enfant, il souffre vraiment, en fait. Il est vraiment dans une souffrance très intense. Et en plus, toi, c'est compliqué de... T'es un peu perdu parce que tu sais pas comment lui enlever cette souffrance, en fait. La médecin, elle te propose la médication. Ouais. Tu dis non au début parce que effectivement, c'est trop. D'un coup, ça te submerge. Vous en êtes où aujourd'hui, 2 ans après? Alors, maintenant, il est bien mis en place, mais personnellement, je préférais faire sans, parce qu'il y a quand même des effets qui sont pas très, très bons. Bon, déjà, c'est vrai que j'ai mis du temps quand même à accepter qu'ils le prennent. Vraiment, j'ai attendu que ce soit le point de non-retour. Jusqu'au jour où je dis, là, c'est plus possible, on peut plus faire autrement. Mais vraiment, il a fallu attendre quelques mois. J'avais l'ordonnance, mais on a attendu plusieurs mois avant d'accepter. Et le problème, c'est que, par exemple, le midi, il perd l'appétit. Donc, ça te fait... Moi, en plus, je sais que mon fils, il était bon mangeur avant. Ça fait mal du jour au lendemain de voir qu'il n'a plus autant envie de manger, tu vois. Donc, déjà, ça fait mal de le voir comme ça. Donc, il y a de ça. Et le soir aussi, il a beaucoup de mal à s'endormir. Donc, c'est compliqué de le faire s'endormir. Il prend de la mélatonine. Mais même aujourd'hui, la mélatonine, en fait, elle ne fonctionne pas très, très bien. Donc, il y a des mauvais... Il y a des effets secondaires. Il y a des effets notoires, secondaires, sait, ouais. oui. Et tout ne réagit pas de la même manière, d'ailleurs. Exactement, oui. Moi, il réagit comme ça, mais d'autres réagiront autrement, ou tout simplement, ça se passera très bien. On a dû changer aussi de molécule, parce qu'au début, on a eu une molécule qui le rendait dépressif. Où je le voyais, il se mettait en boule sur son lit. Je venais le voir, je lui dis, mais Enzo, ça va? Et il ne savait pas me dire. En fait, il ne savait pas lui-même ce qui se passait.
Donc, j'en ai parlé au médecin, j'ai dit, il y a un truc qui va pas, quoi. Et du coup, on a changé la molécule. Donc ça, il l'a moins. Il se referme moins, il est moins éteint. Et il était très, très éteint avec l'autre. Là, c'est quand même un peu mieux. Mais par contre, c'est vrai que, en effet, on se rend compte que quand il prend le traitement, quand après il fait effet, les crises, elles sont moins fortes. Il fait moins de crises de colère, tu vois, où ça explose. Et en classe, il arrive un peu mieux à se concentrer. Même si, là, on a fait le point hier, justement, avec la maîtresse, où elle me disait que, le matin, on sent qu'il bouge un petit peu. Et l'après-midi, il bouge plus, tu vois. On sent que même avec le médicament, voilà. Mais jamais je montrais plus le traitement parce que je veux pas. Est-ce que tu as vu des différences quand même? Oui, franchement, il y a quand même des différences. Il y a forcément, enfin, ça apaise en fait quand même un petit peu. Lui, c'est vrai que ça l'apaise un peu parce que c'est un peu comme si ça venait mettre un peu de calme aussi dans sa tête, tu vois. Parce que du coup, c'est un peu comme si il y avait 1 milliard de personnes qui lui parlaient en même temps. Et avec le traitement, il arrive à entendre qu'une personne, en quelque sorte, tu vois. Donc, c'est un peu plus... C'est mieux, quand même. Il y a du changement. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Et c'est vrai que ça aussi, il y a du jugement sur ça. Hein. Beaucoup disent, oh là là, t'empoisonnes ton fils, toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de jugement autour de ça. Et moi, je dis qu'en fait, on n'est personne en fait pour dire si oui ou non tu devrais. En fait, c'est un choix qui est propre aux parents en fait. Peu importe, voilà, on a chacun nos raisons, nos valeurs, voilà. Et si tu sais que c'est bon pour lui, tu le fais. Enfin, c'est propre à chacun en fait. Il y a vraiment pas de jugement à avoir. Et si ça peut aider, voilà. Moi, c'est vrai que c'est vraiment pour l'école parce que je sais qu'au moins ça peut l'aider à essayer d'avoir à peu près la tête hors de l'eau, on va dire. Parce que j'avais interviewé un psychiatre qui est spécialiste du TDAH, et notamment sur les femmes. Et il explique très bien que cette molécule, déjà, elle est très contrôlée, que c'est pas addictif, parce qu'on c'est un dérivé d'une substance addictive. Exactement. Donc forcément, on a un mauvais regard dessus. Mais il explique aussi que lui, il a des patients et des patientes qui n'en prennent que pendant les périodes d'école et qui arrêtent après. Parce que, comme tu dis, c'est... surtout pour rentrer dans un moule, en fait, dans un cadre et c'est exactement ça. Dans des attentes très particulières qui sont difficiles pour des enfants comme ton fils. Oui, mais c'est exactement ça. C'est pour ça que j'espère que par la suite, on pourra arrêter pour qu'après, voilà, ils puissent faire sans. Et là, pour l'instant, c'est vrai que l'école, il faut tellement rentrer dans un chemin bien étroit qu'on n'a un peu pas le choix, on a l'impression, en fait. Donc, pendant les vacances, tu lui arrêtes son traitement ? Eh bien, figure-toi que non. Pour l'instant, on n'arrête pas. Parce que les crises sont encore trop fortes, en fait. Par exemple, franchement, le matin, il se lève, mais encore maintenant, c'est très, très compliqué. C'est très intense. Je sais pas, je saurais pas expliquer, mais c'est vraiment très, très intense. Et en fait, on n'a pas le choix. À chaque fois, quand c'est ça, c'est horrible à dire, hein, mais est-ce qu'il a pris son médicament ? C'est horrible à dire, mais c'est vrai. Pour que... oui, pour que lui, il souffle aussi, parce que d'être tout le temps, tu vois... Et puis tout le monde aussi à la maison, parce que finalement, après, ça englobe toute la famille, après. Tout le monde subit, malheureusement. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour son top ? Alors, après, déjà, le top, c'est vraiment propre à l'enfant. Ça disparaît quand même après, une fois adulte. Ah, c'est dans l'enfance. Ça disparaît quand même après l'enfance. Mais en fait, le top, il faut vraiment observer son enfant et il faut comprendre finalement comment il fonctionne en fait. Tu vois, parce qu'il y a aussi ce truc par rapport à l'éducation. Nous, on a un exemple d'éducation assez strict. Enfin, voilà, moi, je sais que quand j'étais enfant, voilà, je n'avais pas le droit de parler ni de m'exprimer. Enfin, tu vois, à l'époque, j'ai pas envie de dire qu'on te considérait pas en tant qu'enfant, mais c'est vrai qu'il fallait, voilà, que... On avait un autre regard sur l'enfant, en tout cas. Et c'est vrai que là, tu vois, ça nous a fait beaucoup nous remettre en question d'ailleurs, hein, parce que finalement, on s'est dit, mais en fait, stop, on arrête en fait d'avoir cette image de cette éducation où il faut absolument qu'il écoute, coûte que coûte, peu importe. En fait, non. D'abord, je vais vraiment l'écouter. Je vais vraiment essayer de le comprendre en fait d'abord. Je vais le laisser s'exprimer aussi, parce que c'est hyper important de le laisser parler. Il en a besoin de toute façon. Il a besoin de se sentir compris.
Et du coup, dans ces moments-là, pour le top, c'est vraiment ça, je trouve. C'est vraiment le fait d'essayer déjà de le comprendre, beaucoup l'accompagner, de le rassurer aussi. Parce que finalement, c'est aussi... s'il a aussi toute cette colère, encore une fois, c'est aussi dû à la souffrance. Et en fin de compte, si tu es là tout le temps à toi-même lui crier dessus, à être en fait en opposition sur lui, en fait, ça fonctionne pas. Et ça, je l'ai été pendant longtemps et je l'ai pas tout de suite compris. En fait, au début, je l'ai pris pour moi. C'est-à-dire que dès qu'il était en crise, et j'ai l'impression que c'est comme s'il m'attaquait moi. Alors qu'en fait, non, il m'attaque pas moi. En fait, il s'attaque même lui-même même. Et au départ, j'avais pas ce regard-là, tu vois. Limite, j'étais égoïste. Je pensais à moi. Je pensais à, il est en train de ne pas me respecter, il me fait du mal. Mais à aucun moment, je me suis dit, mais est-ce que là, en fait, lui, il est pas en train de souffrir, tu vois. Et en fait, c'est là, quand j'ai eu ce switch dans mon cerveau, où je me suis dit, mais ok, en fait, ça va pas du tout. En fait, là, c'est lui, il est en train de souffrir. Et ça sert à rien que je rentre moi-même en conflit avec lui. Parce que ça fait qu'envenimer en fait les choses. Donc dans ces moments-là, en fait, la chose que je fais, c'est que je le laisse faire en fait sa crise. Bon, dans la limite du possible, bien sûr. Si l'enfant il commence à te taper, à partir dans des trucs très très graves, évidemment tu vas pas lui dire vas-y continue de me taper, continue. Non, évidemment il y a un juste milieu. Mais en tout cas dans la limite du possible, je le laisse en fait dans sa crise parce que de toute façon il ne m'entend pas. Donc ça sert à rien. Et du coup, voilà, je le laisse dans sa crise. Et puis, une fois que c'est redescendu, là, je vais lui parler. On va voir ensemble, voir déjà la crise aussi. Pourquoi est-ce que finalement la crise, elle est arrivée? Tu vois, comprendre, parce que lui aussi, il a besoin de comprendre. Et ensuite, voir comment on peut faire par la suite pour éviter que ça se reproduise. Tu l'as un tout petit peu mentionné, mais il y a des effets, des dommages collatéraux, quelque part, à ça, puisqu'il monopolise beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Il a des frères. Oui. Comment est-ce que ça s'articule dans la fratrie? Comment est-ce que vous gérez tout ça? C'est vrai que c'est compliqué. Alors, surtout pour le grand. Parce que déjà, le grand, voilà, il a 12 ans et demi. En plus, là, il rentre dans la préadolescence. Donc, c'est pas facile parce que lui aussi s'en prend aussi un peu plein la figure. Hein. Et du coup, ils sont aussi en conflit. Donc, en plus, à la maison, tu as déjà pas mal de conflits déjà. De base, tu as juste de 3 enfants, donc base. c'est normal. Voilà, mais alors, en plus, entre eux, il y en a aussi. Alors, laisse tomber. Donc, c'est vrai que c'est vraiment compliqué pour le grand de vivre ça parce qu'il le subit personnellement aussi. Le plus petit, c'est vrai qu'il le subit un petit peu moins parce que déjà, avec le plus petit, Enzo, il est quand même plus doux, tu vois. Alors qu'avec le grand, déjà, ils ont 2 ans et demi de différence, donc ils sont tu vois, voilà, ils n'ont pas beaucoup de différence d'âge, donc ils sont un peu plus en train de s'embêter l'un et l'autre. Mais avec le plus petit, il va être plus doux, par contre, tu vois. Et c'est vrai que, voilà, dans la fratrie, c'est pas évident, mais je me répète, mais encore une fois, c'est vraiment le fait de leur expliquer. Alors, le plus petit, d'ailleurs, il me le dit. D'ailleurs, ça fait bizarre de l'entendre de sa bouche à 3 ans et demi, où il dit il a un TDAH, tu vois. Donc, même lui, tu vois, je me dis au moins, tant mieux, s'il en est conscient, tu vois. Et même lui, plus tard, si à l'école, il voit des enfants qui ont aussi un TDAH, et il ne sera pas dans le jugement. Et au moins, et c'est important de les éduquer aussi comme ça, aussi nos enfants qui n'ont pas forcément cette neuroatypie, pour que justement, pour les enfants neuroatypiques, ça soit plus doux à l'école, tu vois. Et je me dis que si tous les parents faisaient ça, ça serait merveilleux, quoi. Et du coup, le grand, lui, je lui parle beaucoup. J'essaie vraiment de lui expliquer aussi pourquoi est-ce que son frère fait ci, fait ça. Et on essaye, voilà, tant bien que mal, d'apaiser les choses comme ça. J'essaye aussi d'avoir des moments aussi seuls avec le grand, mais voilà, on compose beaucoup, hein, vraiment, on improvise beaucoup. Comment est-ce que toi, tu peux articuler, et ton mari aussi, votre vie pro, perso, sachant que ça demande énormément de temps? Un enfant, déjà, il y avait le parcours médical, il faut aller de rendez-vous en rendez-vous, il faut comprendre, il faut se renseigner. Oui. Est-ce que tu as dû arrêter de travailler? Est-ce que tu as pu continuer? Comment est-ce que vous êtes organisés? Oui, j'ai dû m'arrêter. J'ai dû m'arrêter parce que à un moment donné, il avait beaucoup de rendez-vous. C'était quasiment tous les jours, sauf le mercredi, quoi. Donc, à un moment donné, c'était pas possible de suivre. Moi, à la base, j'étais en CDI, et donc c'est des horaires basiques, hein. C'est impossible. Tu peux pas dire tout le temps à ton patron, bon, là, je dois m'en aller. C'est pas possible. Donc oui, je me suis arrêtée. J'ai eu droit à l'AJPP. Je savais même pas que j'y avais droit, si on te le dit pas. Et, c'est pour les aidants? Donc, c'est pour les aidants, c'est ça. C'est avec la CAF. Et en fait, on te verse... alors, c'est pas l'équivalent de ton salaire, mais en tout cas, voilà, ça compense. Donc, tu as droit, évidemment, à une période bien spécifique. Donc, tu as droit pendant 6 mois. Et après, tu peux renouveler encore 6 mois. Donc, c'est ce que j'ai fait.
Et finalement, je me suis rendu compte que ça allait être trop compliqué. Donc, pendant cette période, je me suis dit, OK, il va falloir que je fasse quelque chose. Et donc, en fait, je me suis reconvertie. Et la seule façon de pouvoir articuler finalement tout ça, c'est l'entrepreneuriat. Parce que au moins, je peux moi-même gérer en fonction de lui. C'était la seule solution. Et puis, de toute façon, c'était très bien pour moi aussi parce que j'étais pas heureuse dans mon emploi. Donc, c'était très bien. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de conséquences autour, ouais. Est-ce que tu as la sensation que ça... Pas que ça t'a isolée, mais que tu t'es sentie parfois très très seule dans cette neuroatypie, ou parfois on a un peu l'impression que c'est, comme tu dis, un effet de mode, ça n'existe pas, alors que ça a des conséquences réelles dans la vie des familles, hein, on le sait. Comment est-ce que toi, tu t'es sentie dans tout ça? Ouais, je me suis sentie vraiment très très seule parce que moi, j'avais jamais entendu parler. En fait, j'ai presque honte de le dire, mais je ne savais même pas que la neuroatypie existait. Je n'en avais jamais entendu parler. Neurodivergence, trouble du neuro... Je n'avais jamais entendu parler de ça avant. Donc, c'est vrai que c'était pour moi très inconnu et du coup, j'ai eu l'impression d'être un petit peu, très 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 seule. Et être la seule aussi à souffrir un peu, tu vois, à vivre toutes ces difficultés, à être le seul parent, en fait, à vivre ça. Et c'est quand j'ai commencé, du coup, à en parler sur les réseaux que je me suis rendu compte. Je me suis dit, mais attends, je suis pas toute seule, en fait. Et c'est là où il y a vraiment eu, en fait, vraiment toute une armée de mamans qui vivaient la même chose. Et c'est là où je me suis rendu compte, non, mais là, en fait, il faut arrêter, il faut en parler maintenant. Parce que on a honte d'en parler, parce que justement, on te juge, on te dit ça n'existe pas, c'est une excuse que derrière laquelle tu te caches pour dire qu'en fait tu sais pas gérer ton enfant, élever ton enfant, voilà. Du coup, tu n'en parles pas parce que tu as peur de ce regard, de ce jugement. Et en fait, je trouve que c'est trop important en fait d'en parler malgré tout, parce que justement, ça permet de montrer aux autres que ça existe vraiment. Et moi, si j'avais eu ça, déjà, franchement, même si ça n'enlève pas évidemment toutes tes difficultés, mais ça te rassure parce que tu y penses et tu dis, ok, je suis pas toute seule là maintenant en fait à vivre ça. C'est pour ça aussi que tu as choisi de créer un compte Instagram. En tout cas, tu as un compte Instagram où tu documentes un petit peu ce que c'est d'avoir une famille avec un ou plusieurs neurodivergents, on ne sait pas. C'est ça, on ne sait pas encore. Et de ce que ça implique dans le quotidien. C'était important pour toi de montrer une autre image de ce que c'est? C'était vraiment très, très important. Alors, c'était un peu par accident à la base. Je me suis pas dit un matin, tiens, je vais montrer volontairement. En fait, c'est parce que c'est vrai que j'ai pas de difficulté à parler et à me mettre à nu, tu vois, voilà, c'est pas trop de difficulté avec ça. Et de toute façon, moi, alors ce n'est pas forcément pour les mêmes raisons, mais quand j'ai fait cette dépression, quand mon papa est décédé, en fait, quand j'étais au plus bas, je m'étais toujours dit, quand j'irai mieux, il faudra que je fasse quelque chose pour aider les autres. Je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment une pensée, et encore aujourd'hui, quand j'y repense, du coup, ça me touche beaucoup parce que je sentais qu'il fallait que je fasse un truc, je ne savais pas quoi. Mais je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose. Mais bon, voilà, c'est resté comme ça, j'ai fait tout mon chemin. Et puis, voilà, un jour, comme ça, sur les réseaux, j'avais simplement posté une vidéo de mon fils, parce qu'en fait, du coup, il est aussi très anxieux, extrêmement anxieux, et une vidéo devant l'école où il avait peur dans la voiture. Je pense que je t'ai découvert comme ça. Ouais, c'est possible. C'est à ce moment-là, en fait, que beaucoup, du coup, sont arrivés sur mon compte parce que j'ai juste mis ce qu'on vit avec un enfant TDAH, hypersensible et anxieux. Et en fait, dans la voiture, je montrais que, oui, il me disait, oui, tu vas te mettre bien là, t'es sûr, mais si je te vois pas et machin, tu vois, il était très anxieux. Et je voulais juste montrer ce que c'était, tu vois, mais sans penser que ça allait aider d'autres, je voulais juste montrer. Et ce jour-là, je passe la vidéo et là, j'ai commencé à recevoir la vidéo, du coup, elle est devenue virale. Et en fait, j'ai commencé à avoir plein de mamans qui sont venues me dire mais merci, mais moi, je vis la même chose le matin, machin. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à me rendre compte, ah ouais, mais il y a un truc à faire, en fait. Il y a trop de mamans qui pensent qu'elles sont seules comme moi. Et c'est là où je me suis dit, du coup, je vais continuer à partager. Et en fait, naturellement... Alors, je précise quand même que c'est avec l'accord de mon fils, il le sait. Il est conscient, il sait que je partage des fois des vidéos, parce que parfois, j'ai partagé des vidéos où il était un peu en crise, des choses comme ça. Et il le sait, je lui demande toujours si il est d'accord, je lui explique. Donc, il est complètement conscient de ça parce que c'est important, évidemment, parce que ça le concerne aussi. Donc, c'est important qu'il le sache. Et du coup, avec son accord, j'ai continué finalement à partager autour de ça pour montrer la réalité, en fait.
juste la réalité, sans enjoliver, sans vouloir mettre un filtre, sans vouloir faire semblant. C'est des vrais... ce que je Moment partage, de c'est des vie, vrais moments. C'est pas joué, tu vois. C'est des vrais moments. Et aujourd'hui, j'ai plein de mamans qui viennent me voir et qui viennent me dire merci. Il y en a même qui me disent que c'est parce qu'elles ont vu mes vidéos que ça leur a ouvert les yeux et qu'elles se sont rendues compte qu'en fait, il y avait peut-être en effet un TDAH ou un TOP derrière et qu'après, elles ont été diagnostiquées et voilà. Donc, je suis contente parce qu'au moins, ça permet à ma minuscule petite échelle déjà d'ouvrir peut-être un petit peu sur le sujet, quoi. Et puis de faire se rendre compte de ce que c'est réellement au quotidien. C'est pas juste 4 lettres, parce que TDAH, ça veut dire plein de choses et d'autres, mais dans le quotidien d'un enfant, d'une famille, de la difficulté que ça lui crée à lui-même. C'est ce que tu disais aussi, Oui. C'est que c'est lui le premier embêté, en fait, par mais ces problématiques-là. Exactement. Et c'est vrai qu'il y a aussi ce côté où du coup j'ai envie de faire ouvrir les yeux aux personnes qui ne connaissent pas ça ou alors qui sont dans le jugement. Alors je sais qu'il y en a, malheureusement, on ne pourra pas les faire revenir, c'est comme ça. J'ai reçu tellement de choses violentes quand même. Enfin, franchement, d'ailleurs, dans le livre, j'ai mis tous les... Parce qu'en fait, j'ai voulu un peu le dénoncer, tu vois, ça, pour le coup. Parce que c'est pas normal, en fait, de recevoir. Si moi, je le reçois comme ça sur les vidéos, je me dis, mais dans la vraie vie, en fait, ça se passe comment ? C'est pas possible. Quand on te dit, ouais, il y avait des trucs du style un coup derrière la nuque, et puis c'est bon, il y a qu'à le foutre dans une douche froide. Enfin, il y a vraiment des termes, je trouve, qui sont violents, quoi. Je trouve que c'est pas normal. Et du coup, voilà, bon, eux, je sais que je pourrais pas les faire changer d'avis. Mais je me dis que les personnes qui sont quand même assez ouvertes, mais qui simplement ne sont pas informées, peut-être que ça pourrait ouvrir un petit peu aussi les esprits par rapport à ça. Donc, c'était aussi important pour moi de montrer, ok, vous dites, ouais, ça n'existe pas, c'est rien. Regardez, en fait, ça se passe comme ça derrière les portes, tu vois. Et puis, il y a aussi des professionnels de santé qui ne sont pas forcément formés, mais qui sont volontaires d'apprendre et qui ne se rendent pas compte de ce que ça veut dire et qui peuvent aussi découvrir la réalité de terrain. Oui, et j'ai reçu d'ailleurs des messages, alors beaucoup d'institutrices, de maîtresses. Récemment, là, j'ai ouvert un message d'une maîtresse qui me dit, j'ai un enfant qui, je pense, a un TDAH, mais après, je ne peux pas dire aux parents que le diagnostiquer, c'est pas, on n'auto-diagnostique jamais, évidemment. Mais elle me dit... Du coup, en fait, elle me demandait qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour aider cet enfant dans la classe. Mais je me dis, waouh, c'est génial, en fait, d'avoir des professeurs comme ça qui s'y intéressent et qui s'inquiètent et qui ont envie d'aider. Et oui, j'en ai plein comme ça qui viennent me voir et qui viennent me dire que déjà, ça les aide beaucoup pour comprendre certains de leurs élèves, de choses comme ça. Et je me dis, oh, mais c'est incroyable, c'est trop bien. Ça a changé quoi, toute cette aventure de ta vision de toi-même et de ta parentalité ? Beaucoup de choses. En fait, finalement, alors là, tu vois, on a parlé de plein de choses noires assez, négatives. Mais quand même, en fait, ce qu'il faut retenir, je pense, de tout ça, c'est qu'il y a aussi beaucoup de lumière, en fait. Il y a énormément de lumière. Déjà, la neuroatypie, alors chez l'enfant, mais du coup, chez l'adulte aussi, en fait, ça vient révéler de grandes qualités. Mais vraiment de très grande qualité, vraiment. Tu vois, par exemple, Enzo, il est extrêmement généreux, il est très sensible, et sensible, en fait, vers les gens, tu vois. Il va être très généreux, il déteste la souffrance et il déteste voir les gens souffrir, et il va vouloir aider ces personnes qui souffrent, tu vois. Il va avoir aussi des dons. Donc vraiment, mais c'est juste incroyable. Il fait des choses, tu sais pas d'où ça sort. Le piano, il a jamais appris à jouer du piano. Là, on a un piano à la maison. Il te joue Bohemian Rhapsody, il te joue des trucs, mais tu te dis, mais comment il fait ça ? Et il le fait, mais juste en écoutant, tu vois. Donc, tu comprends qu'en fait, il a des capacités en fait immenses. C'est vraiment un petit garçon exceptionnel. Moi, je dis tout le temps que je sais qu'il fera des grandes choses plus tard, tu vois. Je sais que ce sera une grande personne plus tard, j'en suis persuadée. Et moi, par contre, ce que ça vient, tu vois, révéler, en fait, il est venu m'apprendre beaucoup de leçons, tu vois. C'est lui, finalement, qui m'a plus appris que j'ai l'impression que moi, je lui apprends. Mais c'est vrai qu'il est venu m'apprendre beaucoup de choses. Il est venu déjà m'apprendre la résilience aussi. Il est venu m'apprendre le fait d'être justement plus ouvert et d'être plus attentif en fait aux personnes, tu vois, parce qu'on a tendance à vouloir rester fermé. Si une personne réagit comme ça, c'est parce qu'elle est mauvaise, c'est parce qu'elle est si. Non, en fait, ça se trouve peut-être que derrière,
À tout moment, cette personne, elle est en train de vivre un truc difficile, tu le sais pas, et tu peux pas en fait l'enfermer et dire bah non, en fait cette personne est mauvaise. Peut-être que non. En fait, elle est juste en train peut-être de vivre un truc difficile et il faut juste passer au-dessus, tu vois. Et ça, bah avant, j'étais un peu, tu vois, j'ai jamais aimé le jugement, mais parfois naturellement, ça te vient un peu. Et tu vois, ça maintenant, j'y fais très attention. Maintenant, autour de moi, bah, par exemple, quand je vois quelqu'un, j'essaye vraiment de ne pas tout de suite me faire un premier avis négatif, tu vois. J'essaye d'abord de comprendre, j'essaye d'analyser, tu vois. Mais il est vraiment venu m'apprendre beaucoup de choses sur moi en tant que personne et en tant que, du coup, maman. Mm. Tu vois, j'ai complètement changé toute ma façon de faire dans mon éducation. Et aujourd'hui, je ne reviendrai pas en arrière et je suis très heureuse maintenant d'être dans une éducation où, en fait, bah, mon enfant, il est, on va dire, à la même échelle que moi. En fait, c'est un être humain. Même si c'est un enfant, ça reste un être humain qui a le droit d'avoir ses opinions, qui a le droit d'avoir sa façon de penser, qui a le droit d'avoir son propre mécanisme à lui. Il n'est pas obligé de rentrer dans absolument là où on lui dit de rentrer, tu vois. Et ouais, il est venu vraiment ouvrir beaucoup de choses en fin de compte. Donc ça, c'est important aussi de le dire parce qu'il y a beaucoup de lumière en fait derrière. Vraiment. Il t'a ouvert une autre vision de la vie quelque part. Complètement. Ah, mais complètement. Et aujourd'hui, je suis très heureuse. Je suis même, enfin, je lui enlèverai pas sa neuroatypie. Parce que de toute façon, c'est aussi ce qui fait qu'il est lui, en fait, aujourd'hui, tu vois. Enfin, je lui enlèverai pas ça. Même s'il y a ses côtés difficiles. Mais je sais que c'est beaucoup parce que, en tant qu'enfant, c'est difficile. Je sais que par la suite, ça ira mieux. Quand il sera un peu plus grand, les choses, ça va aller. Mais c'est vrai que pendant l'enfance, ouais, c'est un petit peu plus compliqué à vivre, je pense, la neuroatypie. C'est sûr. Il va maturer aussi, donc forcément, c'est plus simple. Et puis bon, surtout, tu as la chance d'avoir eu le diagnostic qui fait qu'il sait. Exactement. Tu sais ce qu'il a, et donc maintenant, vous avez une feuille de route et vous pouvez ajuster aussi. Ouais, c'est ça, en fait. Le fait de mettre un mot dessus aussi, ça soulage beaucoup. Est-ce que tu as eu la sensation que ça a eu des répercussions sur votre couple ? Il y a eu, oui, des répercussions à un moment donné. Encore une fois, là, maintenant, ça va mieux parce qu'on a beaucoup travaillé. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est difficile parce que du coup, déjà, tu passes plus de temps, du coup, avec ton mari. Tu es tout le temps occupé ailleurs. Et puis, il y a tellement de tensions que du coup, tu remets tout en question, tu vois. Mais alors qu'en fait, c'est pas ça. C'est pas que ça va pas, mais c'est juste parce que t'es tellement dans les tensions que t'as l'impression que plus rien ne va. Et moi, 1 milliard de fois, j'ai eu envie de quitter mon mari. Hein. Je me suis dit, non, en fait, ça va pas, c'est pas possible, en fait, ça fonctionne pas, faut que je le quitte. Heureusement que je l'ai pas fait à chaque fois parce que, en fait, c'était pas ça le réel problème. Le problème, c'est juste qu'on était vraiment comme si on avait un gros nuage noir au-dessus de notre tête. Et en fait, forcément, on voit tout en noir parce qu'il n'y a rien qui se passe bien. Il n'y a que des tensions à la maison. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, on remette tout en question. Et c'est vrai que oui, il y a eu à un moment donné des répercussions. Mais j'ai la chance quand même d'avoir un mari qui est quand même déjà... qui est autant impliqué que moi déjà là-dedans. Et tu vois, qui a compris, qui comme moi, hein, qui a investi là-dedans. Et un mari qui est quand même aussi très présent quand même, vraiment très très présent, très patient aussi. Donc même moi, plusieurs fois, j'ai eu des moments où c'était tellement dur, où j'ai claqué la porte, je l'ai laissé en plan avec les enfants parce que j'étais au bout de ma vie, j'étais en train d'exploser, j'ai pris la voiture et je pars quoi. Parce que c'était la seule solution pour redescendre parce que j'étais vraiment, c'était trop dur à un moment donné. Donc il a subi le pauvre, il est resté. Donc oui, il y a eu quand même des répercussions malgré tout. Mais après, je trouve que quand on trouve notre équilibre, après, les choses, elles se stabilisent et on finit par retrouver voilà, notre flamme d'avant. Finalement, après, ouais, on arrive à retrouver une vie presque normale. Pourquoi est-ce que tu as voulu écrire ce livre ? D'abord, c'était un peu une autothérapie, je pense. Ça m'a libérée, ça m'a fait beaucoup de bien. Et aussi parce que dans la même démarche que finalement le compte Instagram, c'est aussi parce que j'espère pouvoir planter, même si c'est même une petite graine, tu vois, chez quelqu'un, même si c'est qu'une personne que ça pourra aider, en fait, pour moi, voilà, c'est important. Parce que je suis passée par là, parce que je sais ce que c'est et que je suis un peu comme mon fils, tu vois, j'aime pas que les gens souffrent. Et je me dis, si on peut éviter que ces personnes passent par là, c'est mieux. Et du coup, ouais, c'était important pour moi pour ça. Et encore une fois, aussi, s'il y a des personnes qui ne sont pas concernées mais qui ont envie de lire, peut-être que ça leur fera changer aussi le regard, tu vois, sur les autres qui connaissent ou non. Hein.
qui vivent ça. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui, pour terminer, à un parent qui vient de découvrir que son enfant a une neuroatypie et peut-être un TOP? Moi, franchement, j'ai envie de lui dire que, alors, c'est vrai que sur le coup, ça va lui faire très, très peur. C'est vrai que ça fait peur. C'est vrai qu'on se sent perdu. Mais encore une fois, se souvenir déjà que ce n'est pas de sa faute. Déjà, vraiment, c'est hyper important. Première chose, je pense, le travail à faire quand tu rentres dans ce parcours, en tant que parent, c'est d'abord de jeter, en fait, tous les poids que tu portes inutilement. Et c'est de se dire, ce n'est pas de sa faute. Il n'y est pour rien. Il n'y a aucune culpabilité à porter autour de ça. Et se dire que, en fait, voilà, il est pas seul. Vraiment, il est pas seul. Et encore une fois, j'ai envie de dire que c'est une aventure, en fait, en gros. C'est un peu une aventure. Alors, c'est vrai qu'il y a des mauvais moments à passer, c'est vrai. Mais il faut s'accrocher. Il faut vraiment pas lâcher parce que derrière, il y a toujours de la lumière, en fait. Tu vois, c'est important pour moi vraiment de comprendre. Il faut comprendre que, en fait, derrière chaque grosse tempête, en fait, derrière, il y a toujours la lumière qui se cache, en fait. Et on l'oublie, ça, quand tu es en plein dans la tempête. Tu te dis qu'il y aura jamais de lumière, ça y est, ta vie, elle est finie. Mais non. Et je pense que c'est important de s'accrocher à ça. Moi, je me suis accrochée à ça, en tout cas. Je me suis toujours dit, OK, c'est noir, mais un jour, il y aura forcément de la lumière. Et aujourd'hui, voilà, je me sens vraiment bien, tu vois, par rapport à tout ça, même s'il y a encore des crises, hein, c'est encore dur. Mais ça me glisse dessus, en fait, tu vois, maintenant. Ça m'atteint plus. et ça va, du coup, donc je me sens bien. Et j'ai envie que ses parents sachent que, en fait, voilà, ça va pas être tout le temps difficile. Il va arriver ce moment où, en fait, ça va aller, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Déborah. Merci à toi. Merci à Enzo aussi d'avoir changé ta vie et d'accepter aussi, finalement, que lui, il peut changer des vies en montrant son histoire. Et il en est fier. Hein. Franchement, il en est fier. Et, on avait été dans une conférence récemment. Et franchement, il m'a dit merci. Et il était content que j'en parle, en fait. Parce qu'il est conscient, je pense, que ça peut aider aussi des enfants comme lui. Ça peut les aider. Et du coup, il est content, il est fier. Donc je suis heureuse de pouvoir aussi l'aider un peu, en quelque sorte, à travers ça aussi, tu vois. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi.